Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire présenté par l'ADEME pour la présentation donc, du concours d'innovation Innov prévu pour sa vague 4 en 2019. Au programme, nous allons vous présenter les enjeux et thématiques de ces concours d'innovation, les modalités de financement, les modalités de candidature. Nous aurons ensemble un temps d'échange pour répondre à vos questions. Mathieu Brandiba, chef de projet sur les sujets économie circulaire, agriculture et industrie, et je vous accompagnerai pour cette présentation. Bonjour, donc Astrid Guinet, chef de projet concours d'innovation Innov à l'ADEME. Je vous propose dans un premier temps, pour pouvoir échanger, d'avoir un sondage. Le but est pour nous de pouvoir un peu recueillir les différentes marques d'intérêt que vous auriez sur cette présentation. France Innovation, qui est également avec nous pour l'animation de ce webinaire, va lancer le sondage tout de suite. Sur votre écran, vous allez avoir plusieurs questions qui s'affichent. Avant le dépôt, avez-vous particulièrement besoin de recommandations? Quel est le processus global du concours? Quelles sont les conditions d'éligibilité et de sélection? Quelles sont les modalités de financement ou d'autres questions? C'est maintenant à vous de jouer. Vous pouvez cliquer et voter sur les questions qui vous paraissent les plus pertinentes et qu'on essaiera d'approfondir pendant cette présentation. Je pense bientôt arriver au total de questions. Si vous avez quelques... Voilà. Le sondage est terminé. Donc, effectivement, le centre d'intérêt principal pour tous sont les conditions d'éligibilité. Je vois que vous avez également des interrogations sur les recommandations en amont et les questions sur le financement. Et enfin, le processus global du concours, nous y reviendrons également. A priori, le nombre d'autres questions est faible, donc je pense qu'on devrait pouvoir couvrir l'ensemble de vos questions pendant cette présentation. Si vous voulez bien, je vais donc reprendre la main pour vous présenter la suite de ce webinaire. Dans un premier temps, qu'est-ce que le programme Investissement d'avenir? Le programme Investissement d'avenir a été initié en 2010 par l'État. C'est un programme qui vise à accompagner en fait la croissance de l'économie française sur un certain nombre de plans pour les questions, pour chacune des grandes thématiques qui ont été retenues pour ce plan. Des opérateurs ont été choisis. Sur les sujets d'énergie-environnement, c'est l'ADEME qui a été retenu comme principal opérateur. On a eu un premier volet et un deuxième programme d'investissement programme d'investissement d'avenir 1 et 2, dont les principaux chiffres vous sont présentés, à savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 800 projets aujourd'hui. On a 745 écrits, mais on en a depuis un peu plus. On a environ 2,5 milliards d'encours d'aides qui ont été octroyés au titre donc, des investissements d'avenir, aussi bien pour des grands groupes, certes, mais aussi un tissu de TPE, de PME, également tout petit peu de TI. Les thématiques qu'on couvre aujourd'hui sont aussi bien des transports, véhicules du futur, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, les réseaux électriques, énergétiques optimisés, des sujets sur l'économie circulaire, les déchets, ou encore le bâtiment, l'industrie, l'agriculture et la chimie du végétal. Pour aller un peu plus loin dans la présentation des différentes actions que couvre ce programme Investissement d'avenir, je vous passe la parole à Astrid. Vous avez le concours d'innovation Innov qui va faire l'objet de cette présentation aujourd'hui, avec une 4e vague ouverte depuis le 4 juillet et qui se clôture le 8 octobre à 12 heures précises. Vous avez une action liée au sujet transport et mobilité durable. Donc là, vous avez également un appel à projet dédié au transport et à la mobilité. Donc là, sur des projets collaboratifs. Contrairement au concours d'innovation, on est sur des projets monopartenaires. Et puis, une 3e action, donc démonstrateur et territoire d'innovation de grande ambition, où là, vous retrouvez 8 appels à projets qui recouvrent donc les compétences cœur de métier de l'ADEME, donc économie circulaire, énergie, stockage, système énergétique, tous les sujets bâtiments et les sujets également agriculture et efficacité énergétique dans l'industrie.
Donc, 3 grandes actions. Aujourd'hui, on va donc vous présenter le concours d'innovation Innov, donc qui est lui spécifiquement dédié au projet individuel, donc monopartenaire, et sur des coûts projets situés entre 600 000 € et 5 millions d'euros de coûts projet. Donc, vous avez ici une photographie des différentes actions en fonction de la typologie de projet et du montant d'aide demandé pour les projets. Donc, concentrons-nous aujourd'hui sur concours d'innovation Innov VAC 4. Donc, vous l'avez compris, c'est l'outil de financement de projets innovants portés par des PME qui vise à stimuler l'innovation et la croissance des entreprises, permettre d'accélérer leur développement et la mise sur leur marché de leurs solutions innovantes. En cela, le concours d'innovation a 3 principales ambitions. Vraiment permettre aux porteurs de projets de porter des projets plus ambitieux en termes de dépenses qu'ils auraient fait par rapport à ce qu'ils auraient fait sans aide publique. Sans doute des projets aussi plus risqués. Ça, c'est vraiment le cœur, l'ambition du programme d'investissement d'avenir, accompagner le risque projet. Et puis enfin, permettre aux projets d'accéder plus rapidement à leur marché, créer un avantage compétitif pour l'entreprise. 3 principales ambitions. Une continuité également de l'action publique, puisque peut-être que certains d'entre vous connaissent l'action précédente qui était les initiatives PME. Là, on est vraiment dans la continuité de ce dispositif. Un outil maintenant qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an avec 2 belles éditions, 46 lauréats sur la première, 25 sur la deuxième. Vous retrouvez toutes les fiches lauréats si vous voulez avoir plus d'informations donc sur le site de l'ADEME, pour un montant d'aide octroyée moyen par entreprise de l'ordre de 350 000 € avec donc 2 tiers en subvention et 1 tiers en avance remboursable. Et puis donc ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la VAC 4, qui a ouvert le 4 juillet, qui se clôture le 8 octobre 2019 à 12 heures précises, sur 4 grandes thématiques opérées par l'ADEME. Donc, tous les sujets, déjà, adaptation au changement climatique, qui est en fait dédié à trois principaux axes, tous les sujets prévention des risques, donc outils de prévention des risques, d'aide à la conception de documents de planification, outils d'alerte des populations, sensibilisation des enjeux d'adaptation. Tous les sujets également ville et bâtiment, donc en fait, comment ces solutions vont permettre d'adapter le bâti aux évolutions du climat, donc adapter les réseaux, les infrastructures, la lutte contre la surchauffe, les solutions aussi de rafraîchissement, la végétalisation des espaces urbains. Tous les sujets mer et littoral, donc là on est vraiment sur la lutte contre l'érosion du trait de côte, les outils de connaissance des écosystèmes marins, également comment accompagner finalement la transformation de l'exploitation de la mer et du littoral. Et enfin, un troisième axe dans cette fiche adaptation sur le secteur agricole et sylvicole, donc toutes les nouvelles stratégies de production plus robustes dans le contexte de changement climatique avec la construction d'indicateurs, les stratégies de culture, les stratégies également, les outils d'aide à la décision, à la planification pour les territoires et une deuxième thématique, ville en transition, qui touche en fait 3 axes, les aspects mobilité, donc les solutions de mobilité sans couture et les solutions de mobilité partagée, la planification d'itinéraires, la billetterie numérique. Ce qui va également concerner les espaces publics, donc la lutte contre l'étalement urbain, la lutte contre la fracture territoriale, la mutualisation des espaces publics. Et enfin, un troisième axe donc sur tous ces data services urbains, donc en fait principalement les outils d'optimisation et de gestion de la ville et de ses flux, donc tant au niveau de la pollution de l'air que du trafic, que de la déperdition de chaleur. Trois principaux axes pour cette ville en transition. Un point, donc une fiche économie circulaire. L'objet de cette thématique aujourd'hui, c'est
par exemple couvrir le développement de nouvelles filières stratégiques, des gisements qui aujourd'hui sont peu ou mal exploités en termes de revalorisation, le développement de centres de tri du futur qui utiliseraient de nouvelles technologies, que ce soit la robotisation, la métrologie, les techniques de tri optique innovantes, l'amélioration également du taux de réincorporation de matières recyclées dans différents produits, ou encore tous les procédés ou innovations qui permettraient de réduire le taux de perte de matière lors des processus de production. Une quatrième thématique, donc performance environnementale des bâtiments, où on retrouve tous les sujets liés, donc naturellement à la rénovation énergétique et environnementale des bâtiments, l'intégration des ressources biosourcées, géosourcées, l'intégration des énergies renouvelables également, et puis tous les sujets autour de la gestion intelligente des chantiers. Et puis enfin, une thématique exceptionnelle donc sur cette quatrième vague dédiée aux Jeux olympiques et paralympiques, donc Paris 2024, où en fait l'on recherche des solutions innovantes, donc notamment en matière de développement durable, technologie numérique, applicables aux besoins définis par Paris 2024, donc tout ce qui va concerner les équipements et infrastructures temporaires, les solutions d'affichage éco-responsables, la lutte contre le gaspillage, les sujets de confort urbain également. Et vous avez une exigence particulière pour cette fiche thématique, puisque les solutions déposées doivent être industrialisables au plus tard en 2022, doivent être déployées donc dès l'été 2024. Voilà, donc vous retrouvez ces donc 4 fiches plus 1 dans le cahier des charges, donc concours d'innovation. À noter que 4 thématiques sont opérées également par BPI France, thématique santé, chirurgie du futur, numérique deep tech, espace et French Fab matériaux innovants, et également une thématique opérée par France Agrimaire, donc alimentation intelligente. Donc pour vous, c'est absolument transparent. En fait, il vous suffit juste de choisir la thématique, de vous insérer dans une fiche thématique et d'aller postuler sur le site donc, de l'opérateur concerné que l'on va vous rappeler en fin de présentation. Et le cahier des charges et le dossier de candidature est le même. Nous allons passer ensuite à la typologie des projets attendus et des modalités de financement. Donc tout d'abord, vous l'avez compris, on cible des projets monopartenaires portés par une PME, moins de 250 personnes, chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros, 43 millions d'euros de total bilan, définition européenne du caractère PME. Attention également aux détentions amont-aval, puisqu'en fait, ça peut impacter votre statut en tant que PME autonome, partenaire lié, qui peut jouer sur la classification ensuite de votre statut d'entreprise. Donc attention, vous retrouvez tous les éléments d'explication dans l'annexe 5 du dossier de candidature. Ensuite, les dépenses donc, sont situées entre 600 000 euros et 5 millions d'euros de coût projet, sachant que les projets inférieurs à 1 million d'euros de coût sont qualifiés entre guillemets de petits projets, donc une décision de financement plus rapide, les gros projets qui, eux, vont faire l'objet d'une instruction approfondie. J'y reviendrai par la suite. Durée projet, donc 12 à 36 mois. Un taux de financement maximum, donc 45% pour les petites entreprises, 35% pour les moyennes entreprises, sachant que ce sont des taux maximum et que l'ADEME, à travers le programme d'investissement d'avenir, peut baisser ces taux si elle le juge nécessaire et pertinent. Ensuite, concernant donc, les dépenses éligibles, donc, naturellement, les dépenses de personnel interne en non environné dédiées au projet, tous les sujets de sous-traitance donc maximum 30% des coûts du projet pour que l'entreprise vraiment garde la valeur principale créée dans le projet. Également, un point important, toute sous-traitance étrangère doit être précisément justifiée. Donc, soit par exemple en expliquant que la compétence n'existe pas en France ou qu'à des coûts non compétitifs. Ensuite, vous avez donc les contributions aux amortissements qui sont éligibles au prorata de leur utilisation dans le cadre du projet. Les
frais de mission, les autres coûts, achats consommables et enfin les frais connexes forfaitaires qui sont finalement un forfait de 20% des salaires de personnel chargés. Hein. Donc un financement, je vous l'ai dit, forfaitaire, 2 tiers de subvention, 1 tiers d'avance remboursable, un versement qui est donc pour la première tranche rapide, hein, Excusez-moi, Astrid, je me permets de vous couper. Essayez de vous rapprocher un petit peu de votre micro, parce que lorsque vous prenez la parole, le son est un petit peu haché. Bien sûr, pas de problème. Merci. Donc, un versement donc, avec une première tranche, 70% du montant de l'aide, donc limité à 200 000 €. Ensuite, 1 ou 2 versements pour les gros projets, donc les gros projets, comme je l'ai dit, supérieurs à 1 million d'euros de coût, et puis un solde de 20% minimum, sous réserve que, bien entendu, le porteur de projet fournisse donc le rapport final de projet. Et puis donc un remboursement puisque nous avons 1 tiers d'avance remboursable. Hein, donc pour tous les projets, on a 100% du montant de cette partie avance remboursable qui sera due au premier euro généré par la solution développée dans le projet. Et puis pour les gros projets, donc supérieurs à 1 million d'euros de coût, l'État demande un intéressement supplémentaire de 50% du montant de cette avance remboursable dès l'atteinte d'un seuil de succès commercial. Donc, ce succès commercial, c'est généralement un seuil de chiffre d'affaires, un niveau de chiffre d'affaires cumulé qu'on identifie ensemble lors de la contractualisation. Et cette deuxième partie, vraiment, cet intéressement de 50%, c'est, on va dire, la contrepartie de la prise de risque de l'État dans l'accompagnement de votre solution, puisque en cas d'échec commercial, technique ou commercial, eh bien, contrairement à un secteur, un financeur privé, l'État ne va pas vous demander de rembourser naturellement cette partie donc d'intéressement supplémentaire. Voilà pour les modalités de financement. Passons aux critères de sélection. Aujourd'hui, on a 3 principaux critères. Il faut, pour augmenter vos chances de financement, préciser vraiment quelle est la nature de votre projet, quelle est l'innovation et quel est le marché visé. Au niveau donc de l'innovation, on regarde la pertinence, évidemment, l'adéquation thématique de votre projet avec les fiches thématiques. Ça, c'est un prérequis. On va également regarder le potentiel de rupture. Pour certains projets, vous avez certainement entendu parler de la notion Deep Tech, une notion qui a été largement portée par BPI France, qui vise à un certain nombre de projets qui ont des go-to-market, des perspectives d'atteinte de leur marché assez lointaines et des besoins capitalistiques importants. On regarde également la maturité du projet. Ce qui est important, c'est que le projet arrive jusqu'à son marché. Dans certains cas, on peut partir d'un peu plus loin, d'un pilote, d'un démonstrateur. Une preuve de concept est quand même néanmoins le minimum attendu pour justifier d'une innovation et au moins ça donner une crédibilité au projet. Le projet en lui-même. On va regarder plusieurs choses. Déjà, la structure du projet. Bien définir le planning, bien définir le lotissement du projet, la cohérence d'ensemble, la vision d'un chemin critique, la couverture des risques, le plan de couverture des risques. On va également regarder sur l'aspect équipe. Est-ce que l'ensemble de l'ambition, je vais dire, l'ambition qu'a le porteur du projet est-elle couverte par les compétences en interne? Sinon, est-ce qu'il y a des plans de recrutement de prévus et ou est-ce qu'il y a un peu de sous-traitance de prévu? On va enfin aussi regarder, côté projet, la santé financière de l'entreprise. Vous posiez la question en début de présentation sur l'éligibilité. Ne sont éligibles que les entreprises qui sont immatriculées en France, sans limite aujourd'hui d'ancienneté ni de chiffre d'affaires. Donc une entreprise qui est bien créée, par contre, peut alors déposer. Par contre, la seule contrepartie qu'on demande, et ça c'est une règle européenne, c'est que cette société dispose d'un montant de capitaux propres qui soit au moins égal généralement au montant de la notification. Donc ça se traduit souvent par un montant aux alentours de 150 000, 200 000 euros. Ça vous permettra de sécuriser en tout cas les premières étapes. Toute société qui n'aurait pas ce montant au moment du dépôt verrait sérieusement ses chances s'amenuiser, voire être nulles. À noter que pour la santé financière, si jamais par exemple vous aviez une aide potentiellement octroyée de 500 000 euros, pour donner un chiffre rond,
Le premier versement était de 200 000 €. C'est le montant qu'on demandera en capitaux propres, 200 000. Il y aurait ensuite éventuellement des versements intermédiaires selon la typologie du projet. Par exemple, s'il y avait un dernier versement qui correspondait à 100 000 €, il faudrait que l'entreprise dispose alors de 500 000 € de capitaux propres pour pouvoir toucher ces 100 000 €, puisqu'on aurait cumulé en aide versée 500 000 €. Donc, comme j'ai dit, il y a le caractère innovant, il y a le projet, et il y a également le marché. En termes de marché, c'est qu'on comprenne bien, que vous expliquiez bien quels sont les produits, les services, le package, on va dire, que vous proposez. Est-ce que c'est de la licence? Est-ce que c'est des objets physiques? Est-ce que c'est uniquement du service? Qu'on comprenne la valeur ajoutée que vous offrez, quelle est la proposition de valeur, qu'on comprenne les segments de marché que vous visez, quelles sont leurs mécaniques, leurs sous-jacents, qu'on comprenne comment vous structurez votre prix, qu'on comprenne également à quel point ce marché est réplicable, à quel point vous pouvez envisager à l'issue du projet de générer vos premiers euros de chiffre d'affaires. Ce sont ces premiers euros qui nous permettront de tabler sur les perspectives de remboursement des avances remboursables. Donc, c'est vraiment essentiel que le projet, je dirais, d'un point de vue technique, soit bien décrit, mais que l'aspect marché ne soit pas du tout négligé. Sur l'aspect économique du projet, les études de marché et autres sont généralement des prérequis d'entrée au projet. C'est souvent difficile de les aider en tant que tels quand c'est une part importante du projet. On préfère les voir en entrée et que le projet, si vraiment il y a des hypothèses très fortes, très structurantes pour le projet, des hypothèses de marché, qu'elles puissent éventuellement être validées ou intégrées sous forme de jalons, de go-no-go au sein du projet. On est également à l'ADEME, ce serait l'opérateur, nous serions l'opérateur pour traiter vos projets. On a donc un tropisme très très fort sur les problématiques environnementales. Et donc tous les sujets d'éco-conditionnalité, pas simplement regarder les problématiques de gaz à effet de serre, mais quand vous construisez un service ou un produit, d'avoir une vision un peu plus globale, un peu plus transverse depuis l'amont jusqu'à l'aval de votre produit et comprendre finalement quel impact, dans le meilleur des cas très vertueux, dans le moins bon des cas un impact neutre sur aussi bien les problématiques énergétiques, les problématiques de matière, les problématiques d'utilité, sur les problématiques de gaz à effet de serre ou toute autre problématique qui paraîtrait pertinente pour votre projet. Enfin, on a rajouté une notion qui est liée aux labellisations octroyées par les pôles de compétitivité. Aujourd'hui, on constate que un peu plus de la moitié des projets qui ont été labellisés ont eu un financement. Comment il faut le comprendre? Les pôles, on est en discussion régulière avec eux, ils connaissent nos outils de financement, ils connaissent nos critères, et donc ils seront de très bons catalyseurs pour vous, pour arriver à formaliser vos dossiers, à les mettre en forme de la manière qu'on souhaite, avec le bon niveau de détail. Aujourd'hui, ils connaissent bien ce fonctionnement-là, et ils seront, je dirais, être un gage de qualité pour nous. Par contre, il n'y a pas d'octroi automatique de financement parce que vous avez passé par un pôle de compétitivité. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on vous recommande fortement. Si vous avez d'autres questions, vous avez d'une part une FAQ qui répond à vos questions disponibles sur le site internet de la page donc, du concours innovation. Vous avez également dans le cahier des charges un certain nombre de conseils et encore la possibilité de poser vos questions sur le chat. On y reviendra juste après. Et dernier point concernant donc le calendrier, donc clôture le 8 octobre à 12 h. Le 12 h est très important puisque c'est vraiment une clôture nette de la plateforme. Donc prenez un petit peu, anticipez les dépôts des pièces, si possible la veille. Un premier donc comité de présélection la semaine du 11 novembre. Suite à ce comité de présélection, vous saurez si vous êtes convoqué pour audition la semaine du 25 novembre 2019, donc réservé déjà dans vos agendas cette semaine-là. Et ensuite, comme je l'ai dit, donc une décision pour les petits projets dès la fin décembre 2019 et pour les gros projets, à l'issue de l'audition se tiendra une réunion d'expertise avec les ingénieurs de l'ADEME, un expert externe et puis les ministères concernés. Et donc, on a une instruction, ce qu'on dit approfondie, à l'issue des auditions, donc qui nous mène à une décision de financement aux environs de mi-février 2020. Et puis ensuite, donc, nous enchaînerons avec la contractualisation et puis donc le versement de la première tranche d'aide. Donc, comme nous l'avons dit, 70% du montant de l'aide dans la limite de 200 000 €.
Donc voilà un petit peu le panorama que nous avons pu vous faire aujourd'hui sur le concours d'innovation. Un point important, vous retrouvez les 3 sites des opérateurs pour télécharger les dossiers de candidature et les déposer, sachant que, encore une fois, il faut choisir la thématique dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Vous ne pouvez pas postuler à plusieurs thématiques et donc postuler chez plusieurs opérateurs. Choisissez l'opérateur. Et puis, donc, vous avez pour chaque opérateur une boîte mail pour poser toutes vos questions avant le dépôt, sachant qu'il n'y a pas de réunion physique de prévue lors de ces dépôts concours d'innovation, mais nous sommes naturellement là pour vous aider et pour être réactifs pour le montage de dossiers en cas de difficulté. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la séance de questions-réponses et donc je vous laisse la parole. Très bien. Merci Astrid, merci Mathieu. Une petite précision pour les participants. Vous recevrez bien entendu les slides qui vous ont été présentés aujourd'hui dans un mail à la suite de ce webinaire. Alors, une première question, il est donc question de PME. Néanmoins, est-ce que des TPE innovantes peuvent se positionner? Oui, alors naturellement, en fait, un PME, ça englobe naturellement la notion de TPE. C'est vraiment TPE-PME, donc moins de 15 salariés, ça fonctionne également. Pas de problème, vous êtes les bienvenus en faisant toujours ce travail d'analyse quand même de votre actionnariat pour bien identifier que vous ne dépassez pas les seuils, donc avec les sujets de détention amont-aval. Hein. Mais ça, vraiment, regardez bien l'annexe 5 qui vous explique ces modes de calcul. Hein. Juste un complément, pour les TPE qui sont donc bien considérés comme des PME au sens européen, le point de vigilance qu'a soulevé Astrid, de savoir si un grand groupe, par exemple, a plus de 25%, on pourrait être amené à requalifier le statut. Et pour les TPE, on a aussi une question récurrente, mais que nous posons et nous devons vérifier, de montant de capitaux propres qu'on dispose à la structure. Voilà, donc c'est les 2 points de vigilance qu'on pourrait avoir, mais les TPE sont tout à fait éligibles. Merci. Une deuxième question concernant les enveloppes globales qui sont allouées, sont-elles segmentées par catégorie d'entreprise, donc entre TPE, PME, ETI? Non, absolument pas. Donc les ETI, par contre, ne sont pas éligibles, puisque ETI, au sens de la Commission européenne, c'est grandes entreprises, donc ne sont pas éligibles, hein, sont bien les petites entreprises et moyennes entreprises. Ensuite, vous avez des taux de financement qui s'appliquent en fonction de votre statut. Donc 35% pour les moyennes entreprises, entre 50 et 250 salariés, et 45%, moins de 50 salariés, pour les petites entreprises. Voilà comment ça fonctionne. Très bien. Un participant souhaiterait revenir sur la question de la capitalisation et son lien avec les subventions. En fait, ce qu'on regarde en termes de ce qu'on appelle capitalisation, ça va être plusieurs objets. On va regarder déjà le capital social, on va regarder un certain nombre d'éléments qui sont présents également alors le capitaux, pardon, je reformule. Le montant des capitaux propres tel que nous le définissons, c'est la somme donc des capitaux propres présents dans le bilan. Donc la ligne DL qui est présente sur votre liasse fiscale, pour ceux qui en ont. La somme des produits et des émissions de titres participatifs, là encore c'est la ligne DM qui est présente dans votre liasse fiscale. Et les comptes courants d'associés bloqués, là je souligne bloqués, sur toute la durée du projet. Donc ces 3 éléments, c'est ça qui nous permet de sommer, quand on les somme, d'obtenir le montant de capitaux propres que nous considérons pour évaluer la structure. Les subventions ne vont pas au même endroit du bilan et donc aujourd'hui elles sont, en fait ça dépendra de leur destination et affectation et traitement par la société. Mais pour nous en tant que tel, une société qui aurait touché un montant de subvention important ne bénéficie pas pour autant d'un montant de capitaux propres tel que nous le souhaitons. Ce sont 2 choses différentes. Très bien, merci. Une prochaine question. Donc, mettre en avant le côté deep tech, mais également évoquer des TRL de 7 à 9, est-ce compatible?
Il y a deux choses. Effectivement, à premier abord, on pourrait penser que c'est le grand écart entre la notion d'e-tech qui est plus amont, qui demande des montants capitalistiques de développement importants. Et pour autant, on souhaite avoir une génération, je dirais, une nature de projet pour certains qu'on appelle deep tech. Il y a aujourd'hui, côté BPI France, un guichet spécialement dédié à ces projets deep tech. Et là, on est effectivement en sortie de projets à des TRL qui sont bien moindres que ceux visés pour le concours innovation. Quand on parle de la notion deep tech pour le concours innovation, c'est pour certains projets qui s'inscriraient à la suite de certains projets financés par BPI France sur ces guichets-là, et ou avec des projets qui ont une technologie ou un service qui s'appuie sur des fondamentaux relativement en rupture, que ce soit sur des technologies, des façons de faire, des organisations. Donc, je dirais que le critère deep tech peut être exprimé dans le cadre des projets innovation. On le prendra en compte pour valoriser ce caractère-là. Néanmoins, il n'est pas aussi fort ou traité de manière aussi forte dans le cadre du concours innovation que dans les guichets spécialisés de BPI France. Ce caractère deep tech ne s'applique pas nécessairement à toutes les fiches thématiques. Voilà, sur les sujets, par exemple, de transport et de mobilité, on n'est pas nécessairement sur des verrous techniques, on peut être sur des verrous organisationnels, de masse critique, sur des sujets, des verrous économiques. Voilà, donc le verrou technique est regardé, mais avec le prisme également, un prisme total, quoi. Très bien. J'ai une question concernant, alors plus un conseil. Avez-vous des recommandations concernant des pôles de compétitivité qui seraient les plus appropriés pour la thématique économie circulaire? Demander comme ça, aujourd'hui, c'est difficile. Ça dépend aussi bien de la localisation de l'acteur, ça dépend de sa thématique. Là, j'invite plutôt la personne à nous écrire éventuellement par mail pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, ça dépend vraiment de tous ces paramètres, la géographie et les thématiques pour identifier les meilleurs pôles de compétitivité, en tout cas ceux qui représentent le mieux cette thématique. Merci. Quel est le pourcentage de dossiers acceptés par rapport aux dossiers déposés? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Oui, alors généralement, donc, on se situe autour de 25-30% de succès par rapport au nombre de projets déposés. Sachant, comme l'a dit Mathieu Brandiba, les projets labellisés ont un taux de succès bien meilleur, de l'ordre de 50%, puisque eux fournissent un gage de qualité sur le fond et sur la forme. Et voilà. Sinon, 30% généralement. Une mention aussi pour les projets qui auraient, je dirais, été préparés à la hâte parce que les gens ont l'information tardivement. Là, pour la vague 4, vous êtes encore tout à fait dans les temps. Des projets qui auraient été déposés tardivement et dont leur formalisation était, je dirais, moins bonne que ce qu'ils auraient souhaité, et ou des projets dont la thématique était peut-être mal identifiée, mal comprise, ou le projet pas tout à fait assez mature. Ces projets, une fois déposés, même s'ils sont refusés, ce n'est pas rédhibitoire. On a des porteurs qui peuvent redéposer un projet qui a été remanié, reconfiguré, réécrit. Évidemment, on préfère, et je pense pour tous, de travailler sur des projets qui ont le plus de grandes chances d'être financés. Mais c'est quand même un point important. Si vous tentez votre chance, ou en tout cas, si vous tentez rapidement le concours innovation, ça peut être aussi pour vous un accélérateur. Les documents qu'on souhaite et les informations qu'on demande sont des choses assez classiques finalement. Pour des TPE ou des petites PME qui sont également en phase de levée de fonds, c'est des informations qui sont assez générales et qui peuvent intéresser les investisseurs. Voilà, et un point important pour les entreprises, concours d'innovation, c'est un dispositif qui est récurrent, donc à vocation à être ouvert tous les 6 mois. Donc là, on a déjà eu une vague 1, 2, une vague 3 qui est en cours d'instruction. Et voilà, l'information, c'est si vous ratez cette vague, voilà, vous avez d'autres vagues à venir, vous pouvez vous insérer dans ces nouvelles vagues ou, le cas échéant, repostuler si vous avez eu un motif de refus. Merci. Là, j'ai une personne qui s'intéresse donc aux dépenses éligibles, notamment lorsqu'il y a des investissements dans des outils industriels qui permettent l'industrialisation. Est-ce que ces dépenses peuvent être prises en compte dans le cadre de ce concours? Alors, une question qui est très précise. Je vais essayer de faire une réponse la plus claire possible. On considère quand même chacun des projets spécifiquement. On a une règle qui nous dit que dans le régime d'aide qui nous permet d'accompagner les dépenses d'investissement, on ne peut prendre en compte
que l'amortissement sur la durée du projet. Donc, si par exemple, j'ai un outil de production qui coûte 1 million d'euros, que le projet dure 2 ans, je vais en prendre, un outil d'1 million d'euros amorti sur 10 ans, et que j'en prends 2 ans, finalement, j'en prends 20%. Donc, je vais prendre 200 000 euros en assiette éligible, auquel j'appliquerai le taux d'aide. Par exemple, si c'est une petite entreprise, je prendrai 45% de ces 200 000 euros, ça sera le montant d'aide théorique pour accompagner cet outil. Par contre, quand on est sur un sujet d'industrialisation en tant que tel, à quel point on considère en fait que c'est un amortissement qui va dépasser le cadre du projet et ou un pilote qui a vocation à être amorti sur la durée du projet. Déjà, la durée d'amortissement, qui est à la main de la comptabilité et à la main de l'entreprise, c'est quelque chose qui va fortement faire varier finalement l'assiette d'éligibilité des coûts. Sur la notion d'industrialisation également, on est dans le cadre de financement de concours innovation pour des démonstrateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à caractériser à partir de quel moment la notion de démonstration est faite. Des fois, quand on a dans le détail un outil productif qui va être constitué par exemple de plusieurs lignes de production, on pourra considérer que le démonstrateur correspond à la première ligne de production et non pas aux 3 ou 4 ou 5 ou 10 lignes qui viendraient après. Et donc parfois, sur un montant initialement prévu de 1 million d'euros, on va considérer que la base du démonstrateur, ça sera peut-être 20, 30, 50%, un prorata du total de l'investissement envisagé, auquel on appliquera à nouveau les règles que je viens d'évoquer juste avant. Donc aujourd'hui, on aurait du mal à vous répondre sans plus de détails en fait sur le projet. Et c'est au moment où on reçoit le dossier complet qu'on peut aller dans le détail, regarder la nature des dépenses que vous faites et le typologie finalement du démonstrateur et la manière dont vous l'amortissez comptablement. C'est des informations que vous devez nous donner et sur lesquelles ensuite on est capable d'apporter une réponse. Là, la question que vous posez, aujourd'hui, il me manque trop d'informations pour vous donner une règle que vous pourrez appliquer simplement. Très bien. Concernant la thématique des JO, est-ce que vous pourriez préciser s'il y a des éléments particuliers dans la réponse qui peut être apportée à la candidature? JO, vous avez la fiche JO donc dans le cahier des charges. Et ce que vous verrez, c'est que en fait, pour chaque thématique de l'ADEME, donc ville en transition, adaptation, changement climatique, économie circulaire, vous avez donc en face des exemples d'applications dans lesquelles donc vous pouvez vous inscrire. Donc ensuite, c'est vraiment exactement le même dossier de candidature, ce que vous spécifiez en amont que vous répondez spécifiquement pour un besoin JO. Et ensuite, ça sera les mêmes modalités de financement, sauf que vous aurez un accompagnement de la part du comité JO 2024, un accompagnement mais non financier. Par exemple, l'aide pour la recherche des terrains d'expérimentation, voilà, ce genre de type d'accompagnement ou accompagnement dans vos stratégies de communication. Voilà, ce que je peux vous dire donc sur la thématique JO, et encore une fois, par contre, des solutions commercialisables à horizon 2022. Donc ça, c'est vraiment une exigence particulière. Très bien. Avant le dépôt du dossier, est-il nécessaire de prendre attache avec un référent ADEME? Aujourd'hui, la boîte Concours Innovation est là pour répondre, je dirais, aux questions génériques. Non, il n'est pas nécessaire de prendre attache avec nous. On est là pour répondre tout de même, on est tout à fait disponible. Quand vous avez des questions sur l'esprit, je dirais, d'un projet, mais dans ces cas-là, quand vous nous envoyez le mail, essayez de nous donner déjà un peu de matière. Ça nous aide aussi à mieux comprendre, plus qu'un intitulé de projet. On fait une analyse technique des projets, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement comme des investisseurs, des fois privés, qui vont avoir une vision surtout du marché, du business plan de l'entreprise. Nous, on a besoin d'aller investiguer également sur tous les plans techniques. Donc souvent, on aura des précisions à avoir. Ça nous aidera à mieux vous aider, à mieux orienter finalement si le projet nous apparaît éligible ou pas. On est là également pour répondre aux questions sur la manière dont s'utilisent les annexes du projet. Quand vous rencontrez une difficulté pour savoir si tel ou tel investissement doit figurer ou pas, je dirais en règle générale, racontez l'histoire de votre projet au global et c'est nous qui ferons le tri dans les choses qui sont finançables ou pas. Si par contre vous privez vous-même de décrire certains coûts ou certains investissements, c'est le risque que nous, on ne les connaisse pas,
qu'on ne les identifie pas dans le projet, que ça nous apparaisse plus bancal et qu'en plus, on ne puisse pas les financer derrière alors que ça aurait pu être pertinent. Donc, généralement, la boîte concours innovation, elle est là surtout en termes de support si vous avez des questions. Les documents que vous avez sur le réseau, sur Internet, sur la page du concours innovation, normalement répondent à une grande partie des questions. On a essayé de faire un effort particulier de rédaction. On espère que vous y trouverez déjà un bon nombre de réponses. Merci. Juste un petit rappel qui est demandé. Serait-il possible de donner les grandes lignes à mentionner lors du dépôt de dossier, enfin lors de la constitution du dossier? Est-ce que vous avez des conseils sur la partie rédaction qu'il serait préférable de respecter? L'annexe 1, qui est l'annexe, je dirais, centrale, plutôt littéraire, hein, c'est un format Word aujourd'hui, ou Word ou assimilé, qui décrit le projet, elle est déjà chapitrée, elle constitue déjà un guide en fait de rédaction. De manière globale, comme j'avais dit tout à l'heure, les choses importantes à décrire, alors il faut absolument respecter le format. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont standardisées, ça nous permet de comparer certains projets entre eux également. Il y a des choses importantes peut-être à préciser, le projet, l'innovation et le marché. C'est les trois choses importantes quand vous relisez votre dossier. Est-ce qu'on arrive à se forger une idée à peu près claire? Quand je dis se forger une idée à peu près claire, il faut aussi se dire que l'ADEME va lire le dossier, mais également les ministères qui sont membres du comité de pilotage. Donc, il faut être capable de s'adresser à des personnes plus techniques et d'autres qui ont une culture générale ou peu d'informations, mais qui seront toutes forcément mobilisées sur ces dossiers. Donc, avoir aussi parfois un effort de pédagogie. Regardez également, quand vous devez présenter un certain nombre, par exemple, de planning ou autre, tous les libellés des actions que vous faites, essayez de rendre les choses le plus claires possible. Souvent, les porteurs qui déposent seuls, certains se débrouillent et heureusement très bien. Certains souhaitent se faire aider par des sociétés de conseil, ça fonctionne aussi très bien. Les pôles de compétitivité, les pôles, les clusters et autres, parfois jouent ce rôle très bien également. N'hésitez pas à faire relire aussi votre dossier. Une dernière chose, j'ai parlé d'analyse technique tout à l'heure. Dans certains cas, quand les dossiers sont assez élusifs sur la nature de leur innovation, sur les procédés techniques, aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas signé d'accord de confidentialité avec chacun, mais le concours est globalement soumis à des autorisations de confidentialité fortes. Les informations que vous nous donnez, elles sont nécessaires pour la bonne instruction des projets et on fait attention à ne pas du tout communiquer, à bien siloter tous les documents que vous pourriez nous transmettre. Merci. J'avais effectivement une question sur ce point, donc parfait. Les dépenses R&D de création d'offres de services sont-elles éligibles dans le cadre du concours Innov? Là encore, il faut regarder dans le détail. En tant que tel, la création, enfin, je vais le dire différemment, les sujets de certification, les sujets de représentation commerciale, les sujets qui ne concernent pas directement l'innovation en tant que telle ne sont pas éligibles. Quand on rentre dans le détail de création d'une offre de service, il faut bien regarder ce que ça veut dire. Si c'est du temps à concevoir des supports, de la communication, ressembler des contacts, trouver des leads, on pourrait considérer que c'est pas forcément pertinent. En termes de, pardon, je dis pas pertinent, c'est au titre des choses qu'on peut aider en termes de financement. C'est tout à fait nécessaire dans le cadre du projet. Par contre, si jamais on a une création d'offre de service qui nécessite la mise en point de développement informatique, qui peut nécessiter la préparation d'un certain nombre de matières ou la démonstration technique en disant il faut que je fasse fonctionner mon pilote un certain nombre d'heures, que j'en tire certaines matières ou un certain produit, que je puisse le montrer en fait à des premiers clients. Si c'est ça qui constitue en fait la partie de création d'offres de service, alors oui, ça c'est éligible. Donc c'est pour ça que le libellé tel quel création d'offres de service aujourd'hui, il me manque là encore des informations pour pouvoir comprendre ce que ça recouvre. Merci. Un point de définition, serait-il possible de repréciser la notion de monopartenaire? Monopartenaire, hein, c'est vraiment l'entreprise qui vient donc seule et qui dépose une demande d'aide au nom de son entreprise et qui peut naturellement avoir des partenaires, mais qui va alors les prendre en sous-traitance. Donc, comme je l'ai dit, en sous-traitance dans la limite de 30% des coûts globaux du projet. Donc, c'est vraiment
une demande d'aide par une PME. C'est vraiment ça ce qu'on entend par monopartenaire, donc qui finalement s'oppose à un projet collaboratif où là, on va avoir plusieurs demandes d'aide pour un même projet. Pour donner deux exemples, je prendrai deux extrêmes. Un projet très numérique qui vise à faire du développement d'un logiciel. Il se peut que la société ait la propriété intellectuelle, mais souhaite sous-traiter une partie du développement. Dans ce cas-là, on aura une étude de prestation classique de développement. Idéalement, il faudrait que cette prestation et d'autres éventuels du projet ne dépassent pas 30%. Quand on a à l'opposé un projet très industriel, avec de la soudure, avec de la fonte, un certain nombre de cuves ou autres types de produits. Dans ces cas-là, toutes ces prestations plus industrielles, elles sont considérées de la même manière en sous-traitance. Le mot qu'on nomme nous partenaires, en fait, c'est parce qu'on a également un autre mode d'action que le concours innovation, qui s'appelle donc démonstrateur, on l'a évoqué rapidement au début, qui lui permet de financer des projets multipartenaires. Quand on dit partenaire, c'est pas tout à fait dans le même sens qu'on met dans le langage courant. Les partenaires, c'est les personnes, les sociétés, les entreprises avec lesquelles vous travaillez tous les jours, avec lesquelles vous voulez travailler, avec lesquelles vous avez des contacts. Nous, pour nous, c'est une définition plus juridique. Un partenaire est quelqu'un qui fait une demande d'aide et qui est éligible pour cette aide. Dans le cas du concours innovation, il n'y a qu'un partenaire financé, un projet monopartenaire. Et donc, il faut trouver des fois un mécanisme qui vous permet de passer en sous-traitance. Certains acceptent de le faire, d'autres pas, parce qu'il y a des problématiques de propriété intellectuelle. Donc, ça peut être des fois structurant pour vous de devenir chef de file et d'avoir ensuite sous vous un ensemble de sous-traitants. En rebond sur votre propos, peut-on avoir des partenaires non français, mais dans l'Union européenne? Il n'y a pas de restriction aujourd'hui. Alors, quand on dit, là, on va pas strictement parler de sous-traitants, parce qu'il ne peut y avoir qu'un financé, qu'un partenaire financé, qu'un porteur de projet. Si jamais ces sous-traitants sont français, on posera des questions, je dirais, de légitimité. Est-ce que c'est les bonnes personnes? Surtout si les montants commencent à devenir significatifs dans le cadre du projet. Si c'est une prestation pour faire de la reprographie ou quelque chose, et que c'est quand même un montant faible, évidemment, on se posera moins la question. Si par contre c'est un sous-traitant stratégique, on ira investiguer plus sérieusement. Si ce sous-traitant est étranger, il faut le mentionner. C'est important parce qu'on aura forcément ces questions-là à un moment au cours de l'instruction. Et nous justifier le choix de ce sous-traitant, soit parce que vous n'avez pas trouvé d'équivalent en France sur le plan des compétences et ou sur le plan économique. C'était le meilleur compromis pour vous pour développer votre projet et il n'y en avait pas d'autre. Ça, c'est vraiment important d'avoir cette justification-là. Sachant que la liste de sous-traitants, elle n'est absolument pas définitive au moment du dépôt du dossier. C'est une liste qui est indicative et c'est ensuite, lorsque vous remontez les dépenses à l'ADEME durant le projet, là, vous donc indiquez les sous-traitants avec lesquels vous avez donc travaillé et vous rementionnez le caractère donc national ou international. J'en profite peut-être juste pour compléter cette notion importante, la souplesse qui existe aujourd'hui dans la Convention. Là, évidemment, on demande un dépôt de dossier qui précise un début, une fin et un certain nombre d'engagements de votre part en tant que porteur à délivrer le projet. C'est quelque chose qu'on va contractualiser si le projet est retenu pour financement. On va le contractualiser en définissant une typologie de coûts et des prévisions de livrables. Néanmoins, on sait que les projets peuvent évoluer pour différentes raisons. Et donc, ces conventions-là peuvent être amenées à évoluer. Alors, évoluer, ça dépendra des justifications que vous devrez apporter. Ça dépendra de l'ampleur de l'évolution. Mais il y a toujours quand même une souplesse qui est prévue. La seule chose qui ne peut pas être révisée à la hausse du tout, c'est le montant théorique de l'aide, puisque lui, il est fixé au moment de la contractualisation par la décision du Premier ministre qui limite effectivement le montant de l'aide totale, l'enveloppe qui pourrait être octroyée. Merci. Une question assez précise. Dans le cadre de l'appel à projet, nous souhaitons construire un bâtiment démonstrateur selon un nouveau principe constructif. Donc, bâtiment réversible, démontable, réemployable sur d'autres projets. L'investissement nécessaire peut-il être entièrement pris en compte par les contributions aux amortissements? Alors, si jamais c'est l'objet d'une thématique particulière, là, on a un sujet sur la performance environnementale des bâtiments. Si jamais la démonstration, le bâtiment est l'objet même de la démonstration,
effectivement, l'assiette d'éligibilité sera bien plus importante. Toutefois, il faudra considérer si c'est là encore un démonstrateur qui doit être construit sur la période du projet ou un démonstrateur qui va être amorti sur beaucoup plus longtemps. Et dans ce cas-là, de toutes les façons, on ne pourra pas aller plus loin en termes d'assiette d'éligibilité que la durée du projet. Si c'est un bâtiment qui coûte 1 million d'euros, l'exemple que j'avais tout à l'heure, que c'est tout à fait dans l'objet du projet, on ira quand même considérer la base éligible, non pas les 1 million, mais peut-être les 200 000 ou 500 000 euros qui correspondraient à l'amortissement sur la durée du projet. D'accord. Et sur un exemple comme celui-ci, qui pourrait peut-être trouver un intérêt dans le concours Innov et sur la thématique JO, le déposant doit-il faire un choix entre les deux? En fait, on lui demande de spécifier, il verra dans la première page du dossier de candidature Word, de l'annexe 1, on lui demandera de spécifier donc si sa thématique touche plutôt les JO, et ensuite quelle sous-thématique en fait. Donc entre adaptation au changement climatique, bâtiment, économie circulaire, enfin les 4. Donc voilà, la porte d'entrée, c'est vraiment déjà spécifié qui s'intègre dans la fiche et qui répond à un besoin JO. Et ensuite, bien évidemment, il doit donner une couleur et ça, il pourra l'indiquer en première page du dossier. Très bien. Et de toute façon, nous, l'ADEME, au moment du dépôt, on regarde tous les projets et on jugera avec donc les ministères de tutelle du caractère pertinent ou pas du projet vis-à-vis des besoins du comité Paris 2024. Très bien. Dans le cahier des charges, il est mentionné l'impact territorial du projet. Y a-t-il un seuil minimum de création d'emplois, par exemple, sur le territoire national et ou régional, qui, impactant l'éligibilité du projet? Y a-t-il un seuil? Non, il n'y a pas de seuil en tant que tel. J'irais 2 choses peut-être à préciser. La territorialité, c'est parce qu'on ne peut financer que des entreprises immatriculées en France. Ça, c'était pour signifier que des entreprises dont le siège, dont la maison mère peut être hors de France. Il se trouve que là, on demandera que la filiale, alors si c'est une filiale et que c'est un grand groupe qui est à l'extérieur de France, ça ne pourra pas être une société éligible parce qu'on peut financer que des PME. Et dans le cas où on aurait une structure mère hors de France, c'est bien la structure fille, on va dire, qui serait une PME et qui serait basée en France, qui serait éligible. Et on attend que les impacts, les retombées, le développement, que le démonstrateur, son expérimentation, la maintenance, les emplois qui pourraient être associés à ce projet soient bien localisés en France. Ça, c'est le point important. Après, sur la deuxième partie, de savoir est-ce qu'il y a un seuil, évidemment, on le souhaite le plus ambitieux possible. Maintenant, on préfère aussi les projets qui ont une vision réaliste, des projets qui seront crédibles parce qu'ils nous annoncent quelques emplois et non pas quelques centaines. Ils ne seront pas moins regardés parce qu'on a des seuils, parce qu'on a des perspectives moins mirobolantes. On préfère un souci de crédibilité surtout plutôt qu'un effet d'annonce trop fort. Merci. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Après, il y a eu un certain nombre de questions qui étaient assez précises. Donc, je propose de les envoyer aux intervenants à l'issue de ce webinaire pour avoir voilà, des réponses vraiment adaptées à votre demande. Il y a quand même quelques questions là qui arrivent. Le niveau de fonds propres, pardon, est-il un critère d'éligibilité lors du dépôt du projet ou n'est-il étudié que lors de la signature de la convention de financement? Une bonne question, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Le montant de capitaux propres, donc on parle bien de capitaux propres, ligne DL de votre liasse fiscale, émission de titres participatifs, compte courant d'associés bloqués. Ce montant-là, il est naturellement regardé au dépôt, mais ce n'est pas une condition d'éligibilité. C'est-à-dire que votre projet est éligible si vous avez un niveau de capitaux propres inférieur au montant de l'avance à notification qui vous sera demandé lors de la contractualisation. Ça, c'est un point important. Après, l'entreprise, ce qu'indique le cahier des charges, c'est que l'entreprise dispose de 5 mois après la signature du contrat avec l'ADEME
pour justifier du montant de capitaux propres nécessaires. Donc ça, c'est un point important pour notamment toutes les PME qui sont en finalisation de levée de fonds pour pouvoir par la suite donc le justifier à l'ADEME. Donc non, ce n'est pas un critère d'éligibilité. On le regarde donc au moment de la contractualisation, voire même post-contractualisation. Cependant, ça fait naturellement partie des critères de sélection puisque la montant de capitaux propres va faire partie aussi du plan de financement global, va nous donner des indices sur le plan de financement global de l'entreprise. Donc, nous, on va regarder surtout la capacité globale de l'entreprise à porter le projet et les perspectives d'industrialisation et de commercialisation de la solution. Voilà. Merci. Une autre question, est-il possible de préciser encore un peu plus le degré d'avancement de preuve de concept nécessaire pour être éligible? Faut-il déjà un prototype en état de marche? Et quel degré de risque est accepté, voire acceptable? Encore, on a des projets de différentes natures. Des fois, on est sur de l'immatériel, des fois, on est sur du très physique. La preuve de concept, en fait, c'est que pour nous, on ne prendra pas un risque total sur un concept ou un procédé qui n'a pas au moins eu un premier résultat. Alors, quand on dit premier résultat, est-ce que c'est quelques grammes d'un produit qu'on veut générer? Est-ce que c'est des premières données ou analyses qu'on a réussi à obtenir à partir de capteurs? Est-ce que ça va être une première transaction, un premier gain chez un client parce qu'on a mis en place un nouveau procédé, une nouvelle organisation? C'est autant, je dirais, de premières preuves qui sont tout à fait recevables. Ces premières preuves, elles peuvent être soit réalisées sur les fonds propres, elles peuvent, dans certains cas, avoir été financées ou aidées par d'autres guichets, l'ADEME parfois sur les projets R&D, BPI au titre de son activité bancaire ou au titre des précédentes activités, que ce soit ILAB ou d'autres sujets. Et donc, on a une sensibilité assez grande sur les sujets qu'on peut considérer comme pilotes ou premiers résultats. Ce qu'il faut se poser comme question aussi, c'est à quel point les résultats qu'on a eus, je dirais qu'on a une cohérence en fait, qu'on n'ait pas de marge trop grande entre ces premiers résultats, entre le démonstrateur qui est visé et la phase post-projet ou la phase plus industrielle s'il y en a une à l'issue du projet. Si on a un résultat qui envisage quelques grammes de matière, là où l'enjeu va être de produire plusieurs tonnes, on pourra s'interroger de la pertinence, je dirais, de ces premiers résultats. Même si sur le concept technologique est peut-être vérifié, on se dira que c'est peut-être trop limité. Si jamais, pour d'autres procédés, enfin vous comprenez l'idée, il faut arriver à trouver une forme de cohérence. Mais là encore, c'est des sujets qui peuvent tout à fait être expliqués et ça dépend des projets. Peuvent beaucoup varier d'une entreprise à l'autre en fait, et surtout l'accès au marché. Nous, ce qu'on va regarder principalement, c'est sous quel délai la solution va accéder au marché. Généralement, sous les 2-3 ans, on demande une commercialisation sous les 2-3 ans à l'issue du projet. Donc, c'est surtout ça ce qu'on va regarder. Naturellement, après, on regarde si l'entreprise sait où est-ce qu'elle se situe en entrée, où est-ce qu'elle va se situer en termes de maturité en sortie de projet. C'est important, mais voilà, notre regard aussi, c'est l'accès au marché pour derrière, naturellement, commercialiser la solution. Merci. Je vous propose de traiter deux dernières questions. Est-ce que des projets qui portent sur l'analyse de la prédiction des phénomènes de prolifération des ressources en eau par des micro-organismes toxiques liés au réchauffement climatique peuvent rentrer dans le cadre du soutien de l'ADEME? Moi, je pense que ça peut s'inscrire dans la thématique adaptation au changement climatique, sur les sujets mer littoral et sur les sujets plus particulièrement connaissance des écosystèmes, gestion des écosystèmes. Ça peut tout à fait rentrer. Après, j'invite ce porteur à peut-être nous envoyer une petite présentation pour qu'on lui réponde plus finement, mais là, à première vue, oui. Un moyen qui peut aider parfois les porteurs à se positionner sur les différentes thématiques, c'est de ne pas confondre l'objet de leur projet avec leur verrou.
travailler par exemple sur cette problématique, si je reprends cette problématique d'identification du développement ou de l'essor de micro-organismes dans l'eau, dans des contextes où on aurait un réchauffement dans certaines zones ou d'autres problématiques de pollution. Si jamais l'objectif est d'identifier des profils de développement et autres, effectivement, ce serait peut-être bien dans le sujet adaptation au changement climatique. Si par contre c'est une question de capteurs, d'analyse plus fine, de comprendre comment on va mesurer des taux de croissance ou trouver le bon protocole qui permettra de faire en sorte, peut-être que dans ces cas-là, on serait sur un sujet un peu différent et que le fond en fait de l'innovation qui pourrait être utilisé plus tard, c'est cette technologie de capteurs, et auquel cas on n'est plus tout à fait dans la même lecture du projet. Généralement, c'est bien au travers des verrous du projet qu'on arrive bien à positionner l'innovation et donc la bonne thématique qui paraît pertinente pour le projet. Merci. Donc une dernière question. Le critère d'éco-conditionnalité doit-il faire l'objet d'un calcul d'impact en amont afin de prouver l'impact environnemental positif? En amont, on demande à minima que l'annexe décrive en fait je dirais des choses qui sont au minima de l'intuition, mais là c'est très faible et pour certains projets on comprend mais on veut avoir une idée. On préfère quand même très largement quand il y a eu des premières analyses, je dirais qualitatives, préliminaires. Ça peut être des formats de type analyse de cycle de vie. Par contre, c'est a priori nécessaire dans le cadre du projet que ce type d'analyse soit prévu. C'est également une typologie de coût qui est tout à fait éligible. Et donc, avant le projet, c'est bien qu'on puisse sécuriser que le procédé, le produit, le service, dans sa conception, sa fabrication, sa mise en œuvre, ne va pas générer de moins-value environnementale. Ça, c'est quelque chose d'important de pouvoir le justifier. Enfin, pardon, de pouvoir le qualifier en amont, au moment du dépôt du projet. Par contre, ça devra être vérifié dans le cadre du projet. Merci. Je vous propose d'annoncer le mot de la fin. Donc, bon courage. Clôture le 8 octobre à midi. Donc, bon courage à tous. Et puis, nous sommes là naturellement pour répondre à vos questions complémentaires via la boîte mail du concours. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.